Bonjour à toutes et à tous, c'est Sassa qui vous accueille pour le décryptage de la rédaction. Après une présentation globale jeudi dernier de l'exposition Vanité moderne au Centre national de la photographie à Taipei, nous allons aujourd'hui parcourir quelques salles aux côtés des commissaires de l'exposition Raphaël Berthaud et Hubert Kilian pour voir concrètement comment la scénographie fait dialoguer les photographes français et taïwanais. Inaugurée à la mi-juillet, l'exposition Vanité moderne met en regard 19 artistes français et taïwanais sur la manière dont nous habitons le monde et le devenir de nos territoires, afin de susciter la réflexion sur les enjeux actuels, notamment liés à la ville, qui font écho dans les deux pays. Raphaël Berthaud, maîtresse de conférences en art à l'Université de Tours, historienne de la photographie, a tissé des liens avec le monde de la photo à Taïwan depuis 9 ans, lorsqu'elle avait été invitée par le Bureau français de Taipei pour une série de conférences. Elle a ensuite gardé le contact avec Taïwan, où elle s'est rendue presque tous les ans pour organiser des ateliers. Hubert Kilian, quant à lui, est un photographe installé à Taïwan de longue date. Leurs connaissances approfondies de la scène photographique française et taïwanaise leur ont permis de sélectionner des photographes dont le travail n'est pas simplement juxtaposé, mais mis en résonance. Certaines œuvres ont d'ailleurs été créées spécialement pour cette exposition. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur certaines salles pour que vous puissiez vous rendre compte de la manière dont les photographes entrent en dialogue dans cette exposition à travers leurs œuvres. La première salle que présente Raphaël Berthaud, emblématique des formes de dialogue mises en place dans cette exposition, s'appelle « Arpenter les apparences ». On l'écoute. La première salle tisse les images de Yao Weichong, de sa série Incarnation Plus, et les images d'Éric Tabuchy et Nelly Monnier, issues de l'Atlas des régions naturelles. C'était un sacré défi parce que les deux projets sont des projets de très grande ampleur qui concernent l'intégralité du territoire national à chaque fois et qui sont des projets de mise en archive de ce territoire avec un prisme à chaque fois très spécifique et qui produisent des centaines d'images. Et en même temps, quand j'ai vu cette série de Yao Weichong il y a un an, c'était évident pour moi qu'il fallait qu'il dialogue avec les archives de l'Atlas des régions naturelles. Alors, cette évidence, elle peut paraître au départ assez déconcertante dans la mesure où, si on regarde les images, Yao Weichong, il photographie systématiquement des représentations de Dieu, donc des statues. Dans un cadrage et dans une photographie en noir et blanc, il va en permanence mettre ces statues au cœur d'un ensemble urbain où ils vont être un peu noyés, ou alors sur le bord du cadre. Enfin, en fait, il va défaire la légitimité ou la manière dont ces grandes statues de Dieu s'imposent et va les réinsérer un peu dans le tissu urbain. En regard, les images de Éric Tabuchy et Nelly Monnier s'intéressent à des motifs qui sont inverse, c'est-à-dire eux, ce qu'ils photographient, ce sont les architectures sans architecte, les architectures les plus communes, banales, usuelles, fonctionnelles, donc ce à quoi on ne prête pas attention dans le tissu du territoire, donc c'est l'inverse des grandes statues de Dieu, et par leurs gestes photographiques, ils font des photographies en couleur, l'objet de leur attention est au centre, avec rien autour, et ils transforment en statue, voire en monument, de la banalité, ce qui était au départ anodin. Donc le geste est à la fois dans la pensée et photographiquement absolument aux antipodes. Et c'est bien pour ça que je voulais faire ce dialoguer, parce que dans les deux cas, fondamentalement, l'usage de la photographie, il est là pour produire un rapport critique à la hiérarchie des visuels dans le territoire. Yao Weichong comme Nelly Monnier et Éric Tabuchy inverse nos hiérarchies et nous questionne sur la manière dont on va naturellement penser ce qui est important ou peu important dans nos territoires. Et c'est pour ça qu'ensuite, visuellement, dans l'espace, où on a respecté la manière dont chacun des artistes présente habituellement ses travaux, et ça a permis le tissage. Yao Weichong présente ses travaux toujours sur les simèses, il met ses images dans des grandes lignes qui parcourent l'ensemble des murs. Et à l'inverse, Nelly Monnier et Éric Tabuchy
présentent leurs images souvent dans des structures qui font des volumes au centre de la salle. Et en fait, les images sont présentées toujours avec des creux entre elles, ce qui fait que selon la façon dont on se déplace dans la salle, les associations d'images vont être modifiées et on va en permanence voir des images de Yao Huaichong encadrées par des images de Éric Tabuchy et Nelly Monnier. Alors vous allez me dire, jusqu'ici c'est déjà beaucoup, et on en a pourtant rajouté encore une couche. C'est-à-dire que pour continuer à tisser ces deux territoires de la manière qui nous a semblé la plus subtile, c'est sur une proposition d'Éric Tabuchy et Nelly Monnier qui m'ont dit mais nous on veut pas juste prendre des photos comme ça au hasard de l'Atlas des régions naturelles, on veut qu'il y ait quelque chose, un geste en plus si on va à Taïwan. Ils ont choisi de prendre la carte de la France, de projeter dessus à la même échelle la carte de Taïwan, de les superposer en prenant comme point de superposition le centre de Taïwan et le centre de la France. Ils ont superposé les deux. Et dans l'exposition que l'on va voir au Centre national de la photographie, en réalité, les photographies de Éric Tabuchy et Nelly Monnier n'ont été prises en France que dans la surface qui se tient dans la projection de la silhouette de Taïwan sur le territoire français. Mais ils ont été jusqu'à projeter aussi les îles. Alors, certaines îles de Taïwan correspondaient à un village français, où ils ont été exprès pour cette exposition, pour faire une photo de l'Atlas. Dans cette salle, on trouve des éléments typiquement français comme le bar PMU, mais on peut aussi trouver quelques clins d'œil avec une petite touche d'humour. Par exemple, si l'on superpose la carte de Taïwan sur celle de la France, au niveau de Nouveau Taipei, on va trouver une zone industrielle dans laquelle Éric Tabuchy et Nelly Monnier ont immortalisé un restaurant asiatique buffet à volonté qui est un peu un cliché de la manière dont on se représente la culture asiatique en France. J'ai aussi souri en voyant une vieille maison en pierre recouverte d'un toit en tôle, un toit qui fait penser à Taïwan. En visitant l'exposition, les œuvres de Frédéric Delangle m'ont intriguée. On se demande s'il s'agit de peinture ou de photographie. Comme l'explique Hubert Kilian, c'est un peu des deux. Et une partie de ce travail a été réalisée en lien avec Taïwan. Il s'inscrit dans une série que Frédéric Delangle développe depuis une dizaine d'années. Tout d'abord Paris-Delhi en lien avec des artistes indiens, puis Paris-Medellín avec des artistes colombiens. Grâce à cette exposition, il a pu réaliser une nouvelle série, Paris-Taipei. On écoute Hubert Kilian. Frédéric Delangle propose des vues de Paris qui sont somme toute très classiques, pris à la chambre, avec donc une image très peu contrastée, et il invite des artistes ou des peintres professionnels, indiens pour Paris-Delhi, colombiens pour Paris-Medellín, à projeter sur ces images de Paris très faiblement contrastées l'univers colorimétrique culturel de leur ville d'origine, afin de produire un effet visuel qui est unique et qui montre la manière dont Paris est littéralement colonisé, un peu à l'inverse du mouvement de colonisation français au XIXe siècle, est colonisé par ces cultures urbaines très colorées, très visuelles, et comment Paris accueille et se mêle, fusionne littéralement avec cet univers culturellement marqué de ces villes. Pour l'exposition Vanité moderne à Taipei, Frédéric Delangle a donc proposé de reproduire le même procédé, mais pour Taipei, ville qu'il a imaginée également très vivante, très dynamique. Nous avons donc invité plusieurs étudiants de l'Université nationale des beaux-arts de Taïwan à se prêter à cet exercice, et l'une d'entre elles, Kuo Pintong, a réalisé 4 images qui projettent Taipei dans sa dimension colorée, culturelle, avec toutes ses affiches, ses publicités, son style, ses voitures, ses scooters, sa population, ses immeubles, son architecture, projetée sur Paris en peignant sur la grande image de Paris proposée par Frédéric Delangle. Donc c'est un travail qui est une coproduction. Le concept appartient donc entièrement à Frédéric Delangle, et dans le cadre duquel il invite cette coproductrice à Taipei à projeter la vision qu'elle a, le ressenti qu'elle a à travers sa peinture sur l'image,
pour créer cette œuvre unique qui est le fruit d'une fusion entre deux cultures urbaines. 3 images de cette nouvelle série spécialement conçue pour cette exposition sont donc exposées et qui portent naturellement le titre de Paris-Taipei. Ce qui est très intéressant de constater quand on compare maintenant les 3 termes de cette série qui continue à évoluer entre Paris-Delhi, Paris-Medellín et maintenant Paris-Taipei, c'est la manière dont ces artistes ont projeté leur culture sur le réceptacle qui est cette vision un peu pâle d'un Paris classique haussmannien. Et on constate de manière très intéressante que les peintres indiens ont une force dans la couleur, ont une densité dans les éléments urbains, qu'on retrouve de manière peut-être moins dense mais très forte en termes de couleur dans la série Paris-Medellín, tandis qu'à Taipei, on a une forme d'élégance du trait, une forme moins directe, une présence moins forte de la couleur, mais un habillage tout en nuances, tout en légèreté, tout en couleurs plus pastel, qui finalement fait écho aussi à un certain aspect de la culture taïwanaise dans sa dimension très délicate, mais qui finalement rend une présence de Taipei parfaitement perceptible telle que les Taïwanais la vivent, mais encore différente de ce que les Indiens projettent de leur culture sur Paris, de ce que les Colombiens projettent de leur culture sur Paris. Donc cela crée un ensemble en 3 termes qui est à la fois fascinant et très intéressant dans la mesure où la projection de ces cultures continue de contenir la manière dont les coproducteurs pensent leur culture. Une deuxième salle que Raphaël Berthaud m'a présentée pour mettre en exergue le dialogue franco-taïwanais à travers la photographie s'appelle « Dissonance géologique ». C'est une salle à 2 voix entre Zhang Zhida et Emmanuel Blanc. Une salle intéressante à double titre, tout d'abord par ce qui est représenté et ensuite par la manière dont cela est représenté. Ce qui est représenté, c'est la question de qu'avons-nous fait de notre sol et de notre terre. Un travail d'un photographe taïwanais qui présente des vues des espaces entièrement recouverts de bitume, avec des vues au drone qui sont des vues neutres, objectives, en tout cas inhumaines fondamentalement, et qui en même temps met en valeur la beauté surréaliste de ces surfaces recouvertes de bitume, sachant que ce bitume est pour moi l'incarnation totale de ce qu'est la modernité. Là où il y a de l'homme moderne, il y a eu l'asphalte. Et en face, en regard, vraiment dans l'équilibre de la salle, comme un rapport de yin et de yang, on va avoir les images d'Emmanuel Blanc qui, elle, arpente la montagne et donc va dans ce territoire à la fois sublime, indomptable, qui a toujours longtemps été vu comme le symbole même de l'éternité, d'un temps qui dépasse le temps des humains. Et elle va souligner la manière dont le changement climatique aujourd'hui la rend fragile. Et cette montagne devient extrêmement friable. Et dans son regard, elle va avec un voile de brume, quoi de plus léger que la brume, et en même temps, il lui suffit d'un peu de brume pour effacer pratiquement la présence de cette montagne que l'on devine à peine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le travail du photographe taïwanais se fait selon une esthétique qui est finalement pourrait se rapporter vraiment à des écoles très occidentales, voire européennes. Et je pensais à l'école de Düsseldorf dans les années 80. Et en regard, Emmanuel Blanc propose des images très évanescentes qui vont rappeler ces estampes avec un dessin qui se joue de quelques traits pour suggérer l'immensité de la montagne et que l'on a tiré, qu'elle tire sur ces papiers qui volent un peu au vent du ventilateur et de la climatisation. Mais c'était aussi une façon de déstabiliser et en disant la circulation des écritures est tellement internationale aujourd'hui qu'on ne peut pas appréhender qui est le photographe français, qui est la photographe taïwanaise ou inverse, juste à l'esthétique ou au sujet. Faute de temps, Raphaël Berthaud ne peut pas présenter dans cette émission toutes les salles car le propos se développe à chaque fois d'une manière différente. Mais elle souhaitait encore citer quelques œuvres. Il y a cette salle qui met en dialogue
Chen Chaoliang et Lina Broterus, et qui est aussi la matrice même de cette vanité moderne, avec cette image qui fait l'affiche, celle d'Elina Broterus, qui est une reprise de ce stéréotype visuel construit par le romantisme du voyageur au-dessus de la mer de nuages de Gaspard David Friedrich, qui est l'incarnation même de ce rapport moderne de l'homme dominant le monde de son regard et créer une maîtrise. Et la manière dont Elina Broterus va à la fois tenter de le rejouer, puis ensuite ce personnage qui était un homme devient une femme, puis il est en haut mais il se retourne, et puis elle refuse le regard, et puis finalement elle rentre dans la forêt, et finalement elle devient un élément de cette forêt, et c'est une espèce de retour à un sentiment de faire partie d'un écosystème et du vivant. Et en regard, c'était intéressant, c'était cette série Drifting de Chen Chaoliang, où il va proposer des vues crépusculaires de Taïwan, avec à la fois la beauté de cette île traversée d'autoroutes, extrêmement illuminée la nuit, et en même temps cette eau qui va remonter, cette dangerosité d'un monde qui change et d'une île qui peut basculer contre les séismes, les typhons, la montée des eaux. Et donc il joue à la fois de cette ligne qui est ni totalement dramatique, ni totalement un ode à la société électrique ou électrifiée, mais qui arrive à saisir le paradoxe de cette beauté conjointe. Et puis il y a d'autres salles, moi j'ai vraiment... il y a beaucoup d'émotions, je trouve, dans cette salle qui s'appelle La mélancolie du béton, où en vérité on a un ensemble qui se crée presque naturellement entre des travaux qui pourtant sont nés dans des contextes très différents. Il y a deux artistes françaises, Alexia Fiasco et Edith Roux, qui présentent des travaux qu'elles ont faits en accompagnant des habitants dans des processus de destruction de leur logement. Et alors on pourrait se dire, il y a un peu une similarité, puisqu'il s'agit à chaque fois de portraits des habitants qui sont transposés sur les matériaux mêmes de leur lieu d'habitation. Mais en réalité, Les Dernières Fauvettes d'Alexia Fiasco, c'est dans la banlieue parisienne, dans le 93, dans la métropole du Grand Paris, vraiment sur un espace qui est très stigmatisé. Quand on regarde le travail d'Edith Roux, c'est en Aveyron, c'est dans un espace de ruralité, et ça connecte deux espaces français différents qui se mêlent avec un naturel déconcertant, avec les photos de Chempoi, qui lui aussi parle de disparition à la fois de villages traditionnels, mais aussi des villages de garnison, qui sont des dimensions de l'histoire urbaine taïwanaise qui sont aussi concomitantes et pourtant très différentes. J'ai trouvé qu'il y avait dans cette émotion de cette salle qui était partagée et qui connectait différents espaces et histoires françaises, taïwanaises, et même à l'intérieur de chacune de ces histoires révélait des complexités, il y avait quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais peut-être mentionner ces salles-là aussi. C'est ainsi que nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage. Si vous êtes à Taïwan, n'hésitez pas à visiter l'exposition Vanité moderne qui dure jusqu'en novembre prochain au Centre national de la photographie et de l'image à Taipei. Vous trouverez toutes les informations et des liens vers le premier décryptage consacré à cette exposition sur le site internet de Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et restez à nos côtés pour la suite de notre programme.